mesure, et j'en profite pour rendre hommage à toutes les personnes en coulisses qui font que cela est possible. Je vous rappelle également, mesdames et messieurs, qu'il y a un QR code qui est disponible pour vous, que je vous invite à scanner, il va apparaître à l'instant derrière moi à l'écran. Ce QR code vous permettra de récupérer vos photos. Il suffit que vous preniez un selfie et toutes les photos vous concernant dans les pauses café, les déjeuners, les couloirs, les conférences, vous seront poussées à votre adresse email personnelle. Ça permet de garder un joli souvenir de cette 49e Assemblée Générale à Marrakech. Je profite également pour vous rappeler que l'espace des exposants, mesdames et messieurs, est sur 2 étages, 2 niveaux, le rez-de-chaussée et l'étage au-dessus. Et les pauses café sont également servies sur 3 étages. Donc n'hésitez pas à aller dans les autres étages si vous voyez qu'il y a un petit peu trop de monde dans l'un ou l'autre des étages. Voilà. Aujourd'hui, nous poursuivons notre programme avec 4 panels extrêmement riches en contenu, avec des experts de haut niveau. Ce sera une matinée riche ce matin et nous comptons encore une fois, bien évidemment, sur votre présence nombreuse dans cette salle. Je rappelle qu'il y a des temps d'interaction qui sont prévus à la fin de chaque panel et l'objectif, c'est vraiment que nous puissions bénéficier de toute cette expertise et toute cette expérience qui est présente parmi nous dans la salle. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vais lancer le premier panel de cette matinée qui porte, lui, sur la contribution du secteur de l'assurance à la durabilité des économies africaines. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés M. Adama Ndiaye, directeur général de la CNRE. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pendant que M. Adama me rejoint sur scène, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous, cher monsieur. C'est un honneur de vous avoir lors de cette 49e Assemblée Générale. Bienvenue à vous. Et je vais accueillir également à mes côtés, mesdames et messieurs, monsieur Luc Noubissi, expert supervision et inclusion financière. Bienvenue à vous, monsieur Noubissi. Bonjour et bienvenue à vous, messieurs. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour donc cette 49e Assemblée Générale, ce 2e panel qui va porter sur la contribution du secteur de l'assurance à la durabilité. Alors hier, vous l'avez entendu, monsieur Richard Loé nous a fait part d'une première définition de la durabilité, de l'inclusivité, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des particuliers. Alors, monsieur Adama Ndiaye, vous êtes directeur général de la Société sénégalaise de réassurance, CNRE. Vous avez une riche expérience dans le secteur de l'assurance. Vous avez occupé plusieurs postes clés en réassurance et en supervision des assurances, notamment à la CIMA. Au sein de la Société de réassurance à Abidjan. Vous êtes par ailleurs ancien président de la FANAF et vous avez contribué au développement du secteur en Afrique. Monsieur Noubissi, vous avez 25 ans d'expérience à des postes de responsabilité dans la supervision des assurances et dans la gestion des questions relatives à l'inclusion financière. Et vous avez construit au fil des années un excellent réseau, on peut le dire, avec les régulateurs du monde entier et les organisations internationales pour améliorer l'environnement des affaires. Alors, messieurs, ce que je vous propose, c'est que nous démarrions d'abord par vos présentations et je vais vous inviter à rejoindre le pupitre et ensuite nous poursuivrons ensemble sous forme de conversation. C'est à vous, cher monsieur. Oui, le Pavlov, la télécommande est posée normalement au niveau du pupitre et je vais demander à l'équipe aussi d'afficher les slides. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais, à l'entente de mon propos, remercier la FANAF et son bureau exécutif de m'avoir associé à cette conférence. Ces remerciements vont également à tous les membres avec qui j'ai pris l'habitude d'interagir et de partager les modestes connaissances que nous avons. Aujourd'hui, il est question de parler de la contribution de l'assurance à la durabilité des économies africaines. L'agenda que je vous propose, c'est d'évoquer ce sujet
4 temps, 5. Le premier, c'est l'Afrique, un continent de paradoxes et d'opportunités. Ce sera l'occasion pour moi de ressortir à travers quelques chiffres les points forts et les opportunités à saisir. Ensuite, nous évoquerons l'économie durable en assurance dans ses différentes déclinaisons. Nous passerons ensuite sur les partenariats comme levier et enfin sur la régulation au service de la performance. L'Afrique, c'est une terre de paradoxes et d'opportunités. Le paradoxe, c'est que nous avons 18% de la population mondiale qui vit en Afrique et à l'opposé, la contribution n'est que de 4% du PIB mondial et 3% du commerce extérieur. L'Afrique a 30% des réserves minérales, mais 40% qui vivent en deçà du seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. 10% des réserves de gaz et seulement 17% d'électrification rurale. Si on passe au centre urbain, on est à un taux d'environ 47% si on intègre le périurbain. L'Afrique, c'est également moins de 4% des gaz à effet de serre et on contribue à moins de 10% dans le réchauffement climatique, mais ça coûte chaque année autour de 5% de perte de points de PIB. À côté de tout ça, il y a des opportunités formidables que nous devons saisir. La première des opportunités, c'est la jeunesse de la population. La jeunesse de la population, dont les 75% n'ont pas 35 ans. Nous avons un taux d'urbanisation également toujours en croissance, qui en 20 ans est passé d'à peu près 30% à plus de 50%. Nous avons un taux de bancarisation qui a fait d'énormes progrès. On parlait de 11% il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, nous sommes à 15% de bancarisation nette. Mais si on élargit avec la formidable pénétration de la microfinance, on est entre 50 et 60%. L'Afrique, c'est également les taux de croissance les plus importants du monde. C'est enfin des investissements directs étrangers par année qui font autour de 100 milliards de dollars en infrastructure, ce qui ne compte pas le besoin parce qu'il subsiste toujours un besoin résiduel d'environ 95 milliards. À cet égard maintenant, il nous paraît important de définir la durabilité. La durabilité est la capacité d'une économie à croître, se développer et répondre aux besoins actuels sans compromettre les ressources des générations futures. Elle se décline en 3 durabilités. Une durabilité économique, une durabilité sociale et une durabilité environnementale. C'est pourquoi il nous a paru important d'aborder le sujet de la durabilité sur ces 3 axes. Au niveau de l'assurance et des défis environnementaux, je dois simplement dire que sur le plan de l'environnement, en 2022, l'Afrique a subi 80 catastrophes climatiques qui ont coûté environ 8,5 milliards de dollars de pertes, donc 90% aux inondations, et 110 millions de personnes ont été impactées. Il y a également, face à ces événements, un écart de couverture très important, puisque malgré la participation de l'African Risk Capacity, moins de 3% des dommages subis au titre des catastrophes naturelles, c'est-à-dire des inondations, mais également de la sécheresse et de l'érosion côtière, étaient couverts par des contrats d'assurance. Et pourtant, l'assurance permet et a fait des avancées remarquables dans certaines zones. Il y a des solutions innovantes qui ont été observées dans des pays comme l'Ouganda, avec une couverture de 1,7 million d'agriculteurs protégés. Vous avez également en Afrique du Sud des produits qui ont contribué à, l'encouragement de la voiture électrique, puisqu'il y a des réductions pour les voitures électriques lorsqu'elles sont en automobile. Le paramétrique également a permis de faire de belles avancées sur le front de l'assurance. Et enfin, toujours dans le front du paramétrique, nous avons une société qui s'appelle la CNAS du Sénégal. Et la CNAS du Sénégal parvient également par le paramétrique à toucher un certain nombre d'agriculteurs, de pasteurs et bientôt des pêcheurs. Les autres exemples de résilience face aux aléas climatiques nous viennent parfois du Kenya, où on a l'assurance sécurisée qui a fait de belles percées et qui a permis, par des solutions de micro-assurance, de toucher plusieurs personnes. Nous avons également des solutions d'assurance crédit au Nigeria qui ont permis à
des milliers de PME, environ 5000 PME, de bénéficier d'environ 300 millions de dollars de financement grâce à son crédit. Et l'African Capacity, comme on en avait parlé tout à l'heure, a également permis de belles choses sur ce plan-là. Toujours, quand on parle de l'assurance face aux résiliences climatiques, on parlera également de l'assurance et de l'inclusion financière. Excusez-moi là parce que j'ai l'impression que ça fait des siennes. Voilà, on va avancer doucement. Ok, inclusion financière. D'abord, si on veut inclure, il faut savoir qui est-ce qu'on va inclure. Notre taux de pénétration est tellement faible que nous avons l'impression qu'il y a des catégories qui n'étaient pas dans le champ de mire, mais même ceux qui étaient dans le champ de mire n'ont pas été intégrés. Qui donc? Les catégories socio-professionnelles qui nous semblent les plus fragiles, informels, agriculteurs, etc., pour qui il faut des produits adaptés, faciles à connaître, utilisant parfois la technologie et qui fonctionnent en partenariat avec des fintechs et d'autres opérateurs. Mais nous avons également une clientèle moyenne qui a des revenus réguliers, qui sont parfois des étudiants ou des travailleurs non gradés, qui ont un revenu qui est régulier, qui tombe tous les mois et qui ont également des besoins d'assurance. Nous avons fait des propositions. Et enfin, nous avons les cadres, les professions libérales, les patrons de PME, qui ont également besoin de ces couvertures-là et vers qui nous devons aller. Mais l'assurance et la durabilité, ce n'est pas seulement ça. Il y a tout un volet sur le financement responsable et à cet égard, nous avons plusieurs types de partenariats qui sont possibles, mais nous avons également des initiatives qu'il convient de saluer, notamment dans des pays où les assureurs, à travers des fonds créés, ont permis de racheter certains hôpitaux, de les réhabiliter et de les revendre, et de les louer à l'État, ayant comme ça des bénéfices qui sont extrêmement importants et qui permettent d'avoir des impacts sociaux non négligeables. Mais pour rendre tout cela possible, il y a plusieurs pistes que nous devons explorer. La première de ces pistes est la régulation. Jusqu'à présent, nous avons une régulation qui était beaucoup plus orientée vers la supervision, c'est-à-dire une action a posteriori, alors qu'une bonne régulation, c'est d'abord l'intervention au niveau de l'écosystème pour l'assainir, avant d'intervenir dans les autres aspects, tels que la supervision pour regarder les résultats a posteriori. Cette régulation doit donc faire sa mue, et pour faire sa mue, il y a des pistes, et plusieurs pistes que nous avons explorées, nous reviendrons peut-être un peu là-dessus. Mais au-delà de la régulation, il est nécessaire de se rendre compte que si on veut se lancer sur cette piste, il ne faut pas être seul. Et à cet égard, nous avons deux types de partenariats et de synergies. Le premier des partenariats, c'est au plan national. Et au plan national, il faut que les assureurs, et quand je parle d'assureurs, c'est compagnies d'assurance directes, c'est les réassureurs, mais également les intermédiaires, essaient de nouer des partenariats au plan national, tout d'abord avec les administrations fiscales, parce que la fiscalité intervient comme élément perturbateur parce qu'elle ne comprend pas ce dans notre métier. Il faut également un partenariat avec les autorités de contrôle de la concurrence, parce que dans l'assurance, comme dans beaucoup d'autres secteurs, plus on est gros, plus on est performant. Il faut également qu'on ne se marche pas dans les plates-bandes entre assureurs et assureurs sociaux. Et enfin, il faut qu'avec les fintechs, on ait de bonnes relations. Concernant donc le partenariat au plan national, je vous ai mis les acronymes de beaucoup de structures qui sont prêtes à fonctionner. Vous avez des structures du système des Nations Unies, vous avez l'African Capacity, vous avez également deux déclarations qui sont importantes, dont celle de Nairobi, où des assureurs sont engagés à faire de l'assurance durable, et vous avez également ce qu'on peut appeler l'agrément au fonds vert. L'agrément au fonds vert, climat, qui permet à des assureurs de bénéficier de financement pour assurer certaines personnes en situation de fragilité. Et ce fonds vert a eu des interventions très importantes sur certaines parties du monde, et la dernière, c'était sur la Côte de l'Afrique notamment. Et le dernier slide que je voulais partager avec vous, ce sont des catastrophes qu'on a connues. Des inondations à Abidjan, mais aussi à Dakar. Des inondations en Afrique du Sud, mais aussi à Dubaï. Et aujourd'hui, aucun pays ni aucun continent n'est épargné. Il est donc urgent d'agir. Comment? Par la technologie, par l'assurance inclusive, par les partenariats responsables et par l'économie circulaire. C'est, mesdames et messieurs,
le message que je voulais partager avec vous. Pendant ces 10 minutes qui m'ont été accordées, et je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Merci à vous pour ce tableau très riche. Effectivement, ce qui nous paraissait loin et maintenant proche, nous y reviendrons. Je me tourne vers vous, Monsieur Noumissi, nous allons écouter votre intervention et nous poursuivrons en conversation. C'est à vous, merci. Mesdames, Messieurs, chers délégués, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au bureau de la FANAF et au comité scientifique de la 49e session de l'Assemblée générale de la FANAF qui ont bien voulu m'associer à cette réflexion sur la contribution du secteur des assurances à la durabilité des économies africaines. Voyez-vous, face aux incertitudes de la vie, l'être humain a généralement recours à 3 solutions que sont la foi, à travers laquelle il remet tout entre les mains du plus haut, ou alors la philosophie qui nous apprend à accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer, ou encore l'assurance qui est une solution pragmatique, nous aidant à transférer ou à maîtriser un risque aléatoire en risque calculé, donc maîtrisé et contrôlé. Cette solution-là qui fait l'objet de notre réflexion ce matin, tout au moins en ce qui concerne son impact sur la durabilité des économies africaines. Pour en parler, je voudrais nous inviter dans la dizaine de minutes qui nous est impartie à visiter ce décor autour de 4 tableaux. Tout d'abord, je voudrais partager avec vous un cas pratique de produit de microassurance santé Sosocare qui, à lui seul, résume la durabilité en action. Ensuite, je voudrais revenir sur le concept de durabilité de l'économie sans redire bien sûr avec ce que mon prédécesseur a déjà bien partagé avec nous. Troisièmement, je voudrais compléter le décor avec la contribution des assureurs au niveau mondial notamment lorsqu'il y a eu des catastrophes qui sont venues fragiliser l'économie. Et enfin, nous allons esquisser quelques idées qui pourraient nourrir notre réflexion pour renforcer la résilience du secteur des assurances et par ricochet, la résilience de nos économies. Imaginez-vous être un habitant de ces villages ou de ces villes, Port-Harcourt, Kaduna ou bien Abuja, l'une de ces villes du Nigeria où ont été lancées en 2019 Sosocare, ce produit de microassurance santé, pour permettre de faire face aux difficultés, justement, des populations à subvenir à leurs besoins de santé. Il vous suffirait dans cette ville-là de collecter les déchets recyclables, de les amener auprès d'un assureur qui les convertira en prime d'assurance. Et vous pourrez donc bénéficier de la couverture d'assurance pour faire face aux problèmes comme le paludisme, qui curieusement reste quand même l'une des causes de mortalité les plus grandes en Afrique. Et les déchets en eux seront introduits après recyclage dans le circuit de l'économie et donc permettra à la fin de la journée au village d'être plus propre, ou à la ville d'être plus propre, d'être moins pollué, et aux populations de bénéficier d'une couverture de santé, donc d'être mieux en santé. Ce produit, comme je le disais, a permis, après quelques années déjà, de recycler un nombre important de déchets et de couvrir en assurance santé une population bien importante dans ces pays. C'est un modèle qui pourrait être répliqué ou inspiré d'autres pays d'Afrique et donc
nous permettre d'évoluer significativement vers la durabilité de l'économie. Parlant de durabilité, et sans revenir sur ce que M. Adama Ndiaye a dit tout à l'heure, je voudrais simplement dire que les 17 objectifs de développement durable que les Nations Unies ont définis il y a quelque temps pourraient bien se résumer, à mon avis, à l'objectif numéro 1 qui est la réduction de la pauvreté. Et lorsqu'on parle de pauvreté, on peut être d'accord que l'Afrique et la zone CIMA en particulier est probablement la zone du monde la plus touchée par cette pauvreté. Et dans cette pauvreté, pendant que beaucoup y voient des faiblesses, moi j'ose y voir des opportunités. Et on en parlera tout à l'heure à travers justement le développement de la microassurance. Monsieur Adama Ndiaye tout à l'heure nous a présenté quelques figures sur l'Afrique, les sinistres qui sont arrivés. Je vais compléter parce qu'au niveau mondial, les grandes catastrophes qui arrivent nous impactent d'une manière ou d'une autre. En faisant donc un parcours sur les 30 dernières années, j'ai pu par exemple relever que les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont causé des dommages économiques de l'ordre de 2 trillions de dollars. Et aujourd'hui, l'estimation de la contribution des assureurs en termes de paiement de sinistres est seulement à peine 2%. Si on regarde les tremblements de terre de 2011, le tremblement de terre et puis le tsunami au Japon, on pourra constater que les assureurs ont contribué à hauteur de maximum 13% en règlement de sinistres. Et plus proche de nous, nous avons les incendies de Los Angeles, dont l'évaluation est encore en cours, mais on peut déjà estimer à environ 150 milliards de dollars les dommages économiques et les assureurs ont couvert les sinistres pour à peine 12%. Donc, dans ce tableau, le meilleur des cas, c'est l'ouragan Katrina, où les assureurs ont contribué à hauteur d'environ 20%. On pourrait donc légitimement se poser la question: à quoi sert un secteur des assurances qui ne représente que 20% de la solution en cas de catastrophe? Et pour appuyer le constat déjà planté par M. Ndiaye, nous constatons qu'en Afrique, les catastrophes naturelles sont de plus en plus récurrentes. En 2002, 2022 et 2023, par exemple, on a eu un pic en termes de sinistralité ou de dommages économiques causés par les catastrophes naturelles. Donc, notamment, le tremblement de terre ici en 2023 au Maroc, qui a pesé pour le plus important volume de ces dommages économiques en 2023. Je voudrais faire écho également pour appuyer ce constat d'insuffisance de couverture ou de contribution du secteur des assurances. Je voudrais appuyer le constat déjà fait et relevé ici hier lors de la conférence inaugurale par le président du groupe Activa, qui nous relevait déjà le faible taux de pénétration, en ajoutant un indicateur que j'ai essayé de ressortir, qui est la sous-couverture en termes de pourcentage du PIB lorsque on aurait un sinistre catastrophe. Et on peut constater que pour des pays comme le Malaisie ou l'Afrique du Sud, ce montant, les statistiques restent à affiner, mais le taux de sous-couverture s'élèverait au minimum à 0,1% du PIB en cas de catastrophe naturelle. Donc cela corrobore bien évidemment ce que M. Adama Ndiaye nous rappelait tout à l'heure. Pour améliorer la contribution des assureurs à la résilience de nos économies en Afrique, je vais juste introduire ici 3 points, 3 idées. Avec la première, le développement de la microassurance. J'ai parlé tout à l'heure de la pauvreté comme une opportunité. Avec plus de 50% de la population de la zone CIMA qui est considérée comme vivant en deçà du seuil de pauvreté. Et si on prend la pauvreté multiforme, ce serait au moins 75% de la population. J'ai envie de dire, de manière peut-être un peu provocatrice, qu'il n'y a pas d'assurance qui ait un sens dans la zone CIMA si ce n'est la microassurance.
Donc nous devons réfléchir et continuer à développer la microassurance qui est, dès le traité CIMA même, un des chevaux de bataille que les États membres au traité ont défini dans la ligne de route. La formation également, on en a parlé déjà, et je vais simplement faire écho à ce qui a déjà été dit ici, que le contexte et les mutations en cours demandent de repenser certainement la formation. Et enfin, je vais appuyer sur la modélisation de la supervision. Et j'utilise ici la supervision au sens large ou international du terme, pour peut-être faire une légère différence avec M. Adamandjaï. Je mets dans supervision effectivement la régulation, le contrôle et toutes les autres choses. Donc c'est la supervision vraiment au sens large. Et je veux, une fois de plus ici, citer, on l'a déjà fait précédemment, mais citer la CIMA comme un exemple international mondial quand on compare d'intégration panafricaine en matière de supervision. Les réformes qui ont été faites au niveau de la CIMA et qui font que la CIMA aujourd'hui est l'un des régulateurs au monde les plus proches du secteur privé, qui fonctionne en synergie pour atteindre les objectifs communs, devrait être continué. On doit dire qu'aujourd'hui, sur le plan du contrôle, et là je suis globalement d'accord avec M. Ndiaye, la CIMA a engagé dans la mouvance de tous les superviseurs au niveau mondial le renforcement plutôt du contrôle basé sur les risques qui consiste en fin de compte à équiper aussi bien le régulateur que les assureurs, être capables à identifier, anticiper et gérer les risques émergents qui peuvent faire ombrage ou alors obstacle à la durabilité de nos économies. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, Monsieur Luc Loubissi, pour ce tableau extrêmement riche, très intéressant d'en apprendre sur cette start-up nigériane, mesdames et messieurs, qui offre une assurance santé médicale contre des déchets. Ça, c'est un exemple vivant et concret de contribution à la résilience. Votre concept de sous-couverture en termes de PIB extrêmement intéressant également. Et puis la modélisation de la supervision au sens large. Ça, c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué hier, aujourd'hui. Puis le panel suivant, le panel 3, va faire le focus dessus. Mais je souhaiterais rebondir sur ça, Monsieur Loubissi. Je vais commencer par vous. Face aux transformations du marché, justement, qu'on évoquait, aux nouveaux risques, on a cité un certain nombre de risques technologiques, climatiques, sociaux également. Comment, selon vous, moderniser ou adapter ce cadre de supervision dont nous parlons tant et garantir à la fois la stabilité du secteur, mais aussi son développement? Je voudrais peut-être davantage étendre sur ce que je disais en fin d'exposer tout à l'heure, sur mon expérience personnelle au niveau de la CIMA au secteur général où j'ai fait 10 ans, où nous avons eu l'occasion d'être évalués par rapport aux standards internationaux il y a quelques années. Et effectivement, à travers cette évaluation faite par les experts internationaux, on a constaté que la CIMA avait pas mal d'avantages sur les autres régulateurs au niveau mondial, superviseurs au niveau mondial, notamment dans la définition de son mandat. Puisque nous avons aujourd'hui au niveau mondial à peu près 24 principes de base de l'assurance qui devraient être mis en œuvre dans tous les pays du monde qui veulent avoir un environnement réglementaire propice au développement des affaires. Donc la CIMA, sur les principes fondamentaux, était déjà suffisamment équipée, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière de mandat, parce que le traité CIMA, par exemple, définit clairement, entre autres objectifs de la conférence, le développement du marché et l'accompagnement des acteurs du marché à proposer des produits adaptés aux réalités des économies d'Afrique. Ça, c'est clairement écrit dans les objectifs du traité CIMA et c'est un peu l'objet des réformes de 7 ans. M. Adamandjaï l'a dit, il est comme contrôleur de la première heure, je l'ai été après lui. Les premières périodes du contrôle au niveau de la CIMA, qu'on a considéré comme la période d'assainissement du marché, parce qu'on estimait qu'il y avait beaucoup trop de lacunes, avait plus une logique gendarme. D'ailleurs, avant que je rejoigne la CIMA, on parlait du gendarme de l'assurance. Aujourd'hui,
les réformes visent à d'abord équiper le régulateur lui-même sur les nouvelles problématiques de gouvernance, mais surtout, en fin de compte, à faire un contrôle, comme je le disais tout à l'heure, qui permette aux compagnies d'assurance de se sentir accompagnées, de se sentir soutenues. Il s'agit davantage d'une approche collaborative. Certains parleront de test and learn parce que personne n'a la science infuse aujourd'hui. Il y a tellement de mutations et aussi bien le régulateur que l'assureur sont l'objet de certains risques qu'il faut ensemble anticiper et gérer. Merci infiniment. Monsieur Adamandiaye, vous avez également une grande expérience, notamment à la CIMA. Je souhaiterais avoir votre perspective également sur le sujet. Merci beaucoup. Donc, le sujet de la régulation, comme j'ai l'habitude de le dire, est un sujet qui est un peu plus complexe. Parce que la CIMA est une construction, on pourrait dire, sui generis, qui est à la fois l'organe de supervision et l'organe de régulation. La supervision s'opérant à travers la Commission régionale de contrôle des assurances et le contrôle sur pièces et sur place. La régulation à travers le comité des experts, qui est peut-être l'instance qui prépare les décisions du Conseil des ministres. Les deux travaillent de pair, mais comme l'a dit Luc tout à l'heure, le curseur est mis beaucoup plus sur la supervision que sur la régulation. La régulation est ce qui peut permettre à un marché de maturer, parce que c'est une action résolue sur l'écosystème et sur toutes les composantes de l'écosystème. Or, dans l'écosystème des assurances, la compagnie d'assurance est un élément, et ce n'est peut-être pas l'élément le plus déterminant. Les autres éléments sont ceux qui nous accompagnent, tels que les experts techniques. Et dans la CIMA, c'est dévolu aux directions des assurances, sauf que dans les avancements, la CIMA et les directions des assurances qui sont sur le n'avancent pas au même rythme. Elle est beaucoup plus rapide et le fait d'avoir quasiment l'exclusivité du contrôle des compagnies d'assurance a fait en sorte qu'au niveau des directions, il y a eu un petit cafouillage. Le deuxième, c'est qu'il y a tous les aspects techniques qui concourent à la préparation de la souscription et au règlement des sinistres et qui sont également à considérer. Et il y a aussi un maillon qui nous semble primordial. Dans le secteur, nous avons les associations professionnelles, qu'elles soient de courtiers, d'assureurs ou de réassureurs. Et dans ces associations professionnelles, il y a des règles de conduite de marché, de déontologie et de solidarité qu'il faudrait peut-être renforcer davantage. Or, l'autorégulation qui aurait dû s'opérer au niveau des fédérations ne s'opère pas toujours et les enjeux liés à la compétition sont tels que des pratiques très peu vertueuses voient le jour et peuvent polluer à la fois le produit d'assurance, la tarification, mais la correcte exécution des missions. Et il y a donc quelques maillons manquants de mon point de vue sur la régulation. La première, c'est à l'instant de ce qui se passe dans certains pays, et quand je regarde le code tunisien des assurances, il prévoyait tout un chapitre sur la conduite du marché avec la nécessité d'avoir une fédération. Et le ministre, tout comme le régulateur, c'est-à-dire que les sociétés s'obligent à respecter les directives sous la supervision du ministre. Et vous avez également au Maroc, mais comme dans d'autres pays, un autre outil qui a existé pendant très longtemps et qui a permis de faire des avancées significatives, c'est ce qu'on a appelé le comité consultatif des assurances, qui permettait aux assureurs, aux intermédiaires, aux autorités de s'asseoir régulièrement pour réfléchir sur le marché, pour se concerter sur les sujets importants. Et je pense que les plus grosses réalisations au Maroc, c'était la convention d'indemnisation directe, mais également beaucoup d'autres instruments qui ont permis à ce marché de se développer. Donc la supervision, elle est importante parce qu'elle permet au marché de mûrir et d'évoluer dans un environnement sain. La régulation, pardon. La supervision est une action beaucoup plus a posteriori qui vient pour voir si ce qui devait être fait a été bien fait et de la manière dont il fallait le faire. Et je pense que c'est cet outil-là maintenant qui a manqué. Et dans la durabilité de l'économie, c'est peut-être le premier point. Et j'embrayerai également avec Luc sur la liste de formation. Il y a des outils qui manquent à ce niveau-là. Ailleurs, on parle d'observatoire des métiers de l'assurance. Dans notre zone, on n'en a pas. Aujourd'hui, l'assurance, la réassurance ont beaucoup évolué. On a beaucoup plus besoin de quantitativistes, d'ingénieurs, de prévisionnistes, de managers que de techniciens purs.
Et l'offre de formation doit aller vers ces nouveaux métiers, de l'informatique, de la gestion des risques, etc. etc. Et c'est un maillon manquant aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Très intéressant, effectivement, ce sujet de placer le curseur entre régulation, supervision. Je sais que c'est une thématique qui est revenue très souvent et je rappelle que le prochain panel va porter sur le sujet avec notamment le secrétaire général de la CIMA que nous saluons qui est parmi nous, aussi la perspective marocaine qui sera aussi partagée avec nous. Donc, poursuivons cette conversation-là lors du prochain panel. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Luc Noubissi, sur ce que vient de dire Monsieur Ndiaye sur la formation. De votre perspective, quels sont les axes prioritaires sur lesquels il faudrait repenser la formation dans le secteur de l'assurance afin de mieux répondre à ces défis spécifiques de nos économies africaines? Oui, merci Madame. Je vais peut-être très rapidement dire et effectivement saluer le fait que le curseur qu'il faut mettre entre le régulateur, en fait la régulation et la supervision, suivant la terminologie de M. Ndiaye, c'est un chantier et la personne la plus légitime effectivement qui en parlera tout à l'heure, c'est le secrétaire général de la CIMA. Mais je voulais juste faire écho de ce qu'il y a eu comme réforme et la relecture du traité qui adresse déjà significativement cette problématique-là. Donc sur la question de la formation, j'ai eu le plaisir hier de partager une table avec les dirigeants d'une école de formation, de l'ESA, pour ne pas la citer. Et avant cela, dans la préparation de cette formation, j'ai également discuté avec un vieil ami qui est le doyen des professeurs de l'ESSEC Business School. Et nous sommes tombés tous d'accord sur une chose, c'est qu'un domaine comme l'intelligence artificielle vient significativement chambouler l'écosystème dans lequel nous fonctionnons. Pas seulement des assurances, mais de manière plus large. Et comme je le disais dans le slide tout à l'heure, il est possible que les formations actuellement dispensées dans nos instituts en Afrique soient un peu désuètes et ne soient pas mises à jour par rapport à ces problématiques de l'heure. J'ai la faiblesse de penser, bien sûr sous réserve de la discussion que nous continuons avec ces formateurs, de penser que l'avenir va demander qu'on ait des acteurs davantage formés sur les questions, ou alors, pour faire simple, résumé, sur la capacité d'analyse critique et non pas de calculer. Parce qu'on a beaucoup plus, dans le passé, à mon avis, formé des personnes qui savent calculer, qui savent faire des opérations manuelles et autres. Donc, j'ai la faiblesse de penser que ce type de formation doit être complètement abandonné au profit des profils dont l'avenir, ou le présent déjà d'ailleurs, aura le plus besoin. Le président Loé disait hier déjà qu'il estime qu'avec l'intelligence artificielle, et je suis tout à fait d'accord avec lui sur cette analyse, on aurait peut-être plus besoin de formation sur la maîtrise des données, l'exploitation des données, la gestion des données. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire comme ça d'emblée de jeu, mais la réflexion est vraiment lancée et nous la poursuivons avec les différentes personnes impliquées. Absolument, merci beaucoup. Effectivement, cette adaptation continue aux compétences spécifiques pour accompagner ces évolutions-là. Mesdames et messieurs, je vais bientôt ouvrir les questions à l'audience. Encore une fois, votre perspective, vos inputs sont extrêmement importants pour nourrir ces débats. Je vais me tourner vers vous avant cela, Monsieur Ndiaye, pour vous poser une autre question, cette fois-ci sur en dehors, en fait, de cet aspect pourvoyeur de sécurité, en fait, qu'est-ce que les assurances apportent à l'économie durable dans, on va dire, notre comportement de tous les jours? Merci beaucoup. Je pense que l'assureur exerce généralement 3 métiers. Il y a d'abord le métier de la prévention. Or, quand on parle de prévention, on parle de durabilité. L'assureur apporte également un métier de réparation. Et quand on parle de réparation, on est dans le domaine de la durabilité sociale. Rétablir la personne dans la situation où elle était avant le sinistre. Et l'assureur intervient également en tant qu'investisseur. Et en tant qu'investisseur, c'est un volet qui est extrêmement important. Pourquoi il est important? Parce que je prendrai le cas d'un pays comme le Maroc, qui est peut-être le deuxième marché d'assurance de l'Afrique,
juste derrière le Nigeria, derrière l'Afrique du Sud, et avant le Kenya et l'Égypte. Ces 4 pays ont 85% du d'affaires de l'assurance africaine. Mais plus encore, quand on prend le Maroc, qui fait des placements dans l'économie de l'ordre de 30 milliards de dollars. Si je convertis en CFA, on est entre 18 000 et 20 000 milliards de francs CFA. Et je ferai juste un parallèle. Je viens d'un pays qui s'appelle le Sénégal, où dans la vision 2050, le président de la République a estimé ses besoins en financement à peu près 18 000 à 20 000 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Et il attend du secteur privé un apport de 5 000 milliards. Et la réflexion, c'est de dire, les assureurs marocains auraient pu apporter non pas 5 000 mais 18 000. D'autant plus que les 49% de cette somme sont placés dans des titres de taux, des obligations. Les 43% en actions et il n'y a que 9% qui sont dans l'immobilier et les DAD. Et plus encore, ce qu'on va apporter à la durabilité sociale, c'est de se rendre compte qu'au Maroc, par exemple, lorsqu'on a vu que les affaires hospitalières commencent à être vétustes, un fonds a été créé avec des investisseurs nationaux, dont des assureurs. Ce fonds a racheté certains hôpitaux en donnant à l'État des moyens d'intervenir sur des aspects qui semblaient éminemment urgents et éminemment sociaux. Et ces fonds ont été réfectionnés par les assureurs et ces fonds. Une fois qu'ils ont été réfectionnés, ils ont été loués à l'État qui en a l'exploitation, moyennant une garantie d'un rendement qui était supérieur au rendement des placements classiques. Et ce type de situation, on peut le multiplier à l'envi. L'assureur est un investisseur institutionnel et il peut mobiliser de l'argent. Et dans cette mobilisation, avec un peu d'imagination, on peut contribuer à changer la vie de plusieurs personnes en investissant dans ce qui est formation et ce qui est scolaire, en investissant dans la santé et en investissant dans l'emploi. Non pas en étant des pourvoyeurs directs d'emploi, mais pas de lui seulement, en prenant des participations dans des structures qui sont pourvoyeuses d'emploi, réduisant ainsi le chômage, qui est, il faut le dire, une plaie dans notre zone. Et en plus, l'assurance induit un comportement de prévention. Et ce comportement de prévention pousse la personne assurée, qu'elle soit du formel ou de l'informel, à adopter un minimum de comportement qui lui permet de faire la transition de l'informel pur vers quelque chose de plus structuré, de plus résilient et qui garantit beaucoup plus un avenir cohérent, si je peux m'exprimer ainsi. Merci infiniment. Extrêmement intéressant. Je souhaite offrir l'opportunité à notre audience de participer à cette conversation. Si nous pouvons peut-être éclairer un peu la salle, s'il vous plaît, et puis levez la main, vous présentez brièvement et poser la question à nos intervenants. N'hésitez pas. C'est encore une fois grâce aux expertises, expériences des uns et des autres que le débat s'enrichit. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, je m'appelle Chekib Abouzaïd, je suis le secrétaire général de l'UGA, l'Union Générale des Assurances Arabes, GAIF, et je voudrais rebondir sur ce que présentait M. Adama tout à l'heure concernant justement les partenariats qui sont possibles au sujet des catastrophes naturelles. Alors, juste par hasard, hier, je lisais la déclaration de Koweït de l'UNDRR, qui est United Nations Disaster Risk Reduction. Il n'y avait pas un mot sur l'assurance, pas un seul mot. J'ai parcouru toute la déclaration. Il se trouve que j'ai assisté à cette réunion de Koweït il y a 2 semaines et j'étais super déçu parce que j'avais fait des déplacements justement pour parler de l'assurance et parler de l'assurance. Finalement, pourquoi j'évoque ce truc-là? Je pense qu'on a trop tendance, à chaque fois, quand on parle de partenariat public-privé, à parler justement des instances internationales, je ne sais pas, des United Nations, de parler de ces organismes, etc., etc. En fait, nous avons 51 compagnies de réassurance sur le continent. Moi, je ne pensais pas qu'on avait 51 compagnies de réassurance sur le continent. Nous avons des capacités énormes. Et je pense qu'il faudrait qu'on sorte un peu de cette logique, justement, toujours de demander, oui, mais il faudrait qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec, je ne sais pas moi, telle banque, la Banque mondiale, le FMI, le Fonds français, je ne sais pas comment il s'appelle, justement,
justement du développement, etc. Je crois qu'on a suffisamment de ressources. Si on arrive à mettre ensemble des ressources, les réassureurs régionaux aujourd'hui, ils font 200-300 millions de chiffre d'affaires, ils ont des capacités de 15-20 millions de dollars, et je crois qu'au lieu de regarder vers l'extérieur, je crois qu'on devrait faire plus un travail au niveau intérieur, au niveau régional, sub-régional, et essayer. Parce que le sujet des catastrophes naturelles, si on doit toujours attendre ce qui vient de l'extérieur, je crois que ça risque de prendre beaucoup de temps. Et ça nous rend toujours, et ça nous laisse toujours dépendants, justement, de ce qui doit venir de l'extérieur. Ok, bon, pour certains pays qui sont totalement démunis, je veux bien le comprendre, mais on n'a pas que des pays démunis en Afrique, on a des pays. Si vous permettez, est-ce que je peux ajouter quelque chose sur un autre sujet? Ok, Sur l'éducation, je partage tout à fait le point de vue de l'éducation. Si vous voulez bien juste rapprocher le micro, on a du mal à vous entendre d'ici. Bon, ok. Je voulais juste dire un petit commentaire justement sur l'éducation. Il y a 40 ans, les assureurs étaient des juristes, des fois des littéraires, de temps en temps des économistes. Il y a 30 ans, ils étaient des économistes ou des financiers. Aujourd'hui, il faut se dire la vérité en face. On n'a plus besoin ni de juristes ni d'économistes parce que tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, il faudrait que l'assurance recrute des métiers de pointe, c'est-à-dire des gens qui sont des data scientists, des gens qui sont vraiment en mesure justement d'analyser la data, en matière d'être capable, non pas de théoriser sur l'intelligence artificielle, mais de l'utiliser, de l'exploiter et de la mettre au service de l'assurance. Et je vous remercie. Merci à vous, cher monsieur, pour votre intervention. Est-ce que vous souhaitez réagir tout de suite ou on prend une autre question? On va prendre la question au centre et une troisième, et puis on fera une réaction groupée aux trois questions. Merci encore pour votre question. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est Yao Alain Kwame, directeur de l'innovation et de la transformation digitale à la Société ivoirienne d'intelligence numérique. Nous sommes le maître d'œuvre du projet de digitalisation de l'attestation d'assurance automobile en Côte d'Ivoire. Donc, à cette assemblée, je représente mon président, M. Minen Kariga Bib Coulibaly, qui est actuellement au Sénégal pour un séminaire avec la BCAO sur la vulgarisation de la signature électronique. Donc, à cet effet, dans ce contexte, nous voulions poser la question suivante. Lors de la 7e édition du Forum des marchés qui s'est tenu du 25 au 26 novembre 2021 à Yaoundé au Cameroun, sur le thème « Quel cadre réglementaire pour réussir l'inclusion financière à travers la micro-assurance et la digitalisation ?» Le commissaire central, M. Ablégué Oba Fabrice, lors de sa présentation sur son thème « La transformation digitale des sociétés d'assurance, contraintes réglementaires actuelles et perspectives », cas des marchés d'assurance de la zone CIMA, avait émis une réflexion en cours sur la labellisation des FinTech. Nous voulions donc savoir, avec le panel, où en est donc cette réflexion, ce projet de labellisation des FinTech. Merci. Merci à vous pour votre question. Est-ce qu'il y a une troisième question dans la salle? Mesdames, Messieurs qui êtes installés en haut, n'hésitez pas aussi, on vous voit très bien. Si vous souhaitez lever la main, il y a une hôtesse qui est disponible juste là sur la gauche. Sinon, vous êtes aussi les bienvenus pour vous rapprocher de nous. Est-ce qu'il y a une troisième question dans la salle? Sinon, Monsieur Ndiaye, Monsieur Nobissi, je vous propose de réagir. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je partage la position de Chibali, consistant à dire qu'on ne parle pas suffisamment d'assurance, alors que c'est un pilier essentiel. C'est peut-être parce que ce soit nos autorités comme les assureurs, les angles d'attaque de nos communications ne sont pas toujours très pertinentes. Parce que nous communiquons beaucoup en termes de taux de pénétration et en termes de densité, mais nous ne communiquons que très rarement sur le niveau des actifs gérés. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du Maroc, sur, comment dirais-je, le volume du portefeuille, c'est-à-dire les capitaux sous risque qui sont assurés et réassurés en Afrique. Nous savons tous que tous les investissements mis bout à bout d'un pays représentent
plusieurs fois le PIB de ce pays. Et toute la sécurité qui est conférée à ces investissements-là revient aux assureurs. De sorte que, généralement, sur certaines branches spécifiques, si on veut savoir quel est le niveau des capitaux sous risque, il faut multiplier parfois par 1000 le volume de primes collecté dans une branche pour avoir une idée de la capacité de protection des assureurs et leur contribution à la résilience de l'économie. Malheureusement, ce type de statistiques ne sont pas souvent vulgarisées, ce qui fait qu'on ne nous voit que par rapport à la contribution. Et hier, je pense que Richard Loël a dit, quand il disait que très souvent, les placements qui sont faits par les compagnies d'assurance se diluent dans les placements bancaires. Parce que les DAT sont placés au niveau des banques et quand il y a un appel à financement des États, ce sont les banquiers que l'on voit, mais on ne voit pas les assureurs. C'est un problème peut-être de réorientation de notre politique de communication. Et à cet égard, je pense qu'il y a tout un travail à faire. Malheureusement, notre métier était invisible et reste encore invisible dans une ère de visibilité. Et c'est peut-être le paradoxe qu'il faudrait qu'on puisse casser, communiquer plus, communiquer mieux, avec de vrais communicateurs sur ce que nous faisons et sur ce que nous pouvons apporter à nos économies. Je pense que ça permettrait peut-être au pouvoir public de prendre beaucoup plus conscience de l'importance de ce secteur-là, comme c'est le cas ailleurs. Parce que je ne résiste jamais au désir d'aller regarder dans les dossiers du Sénat français ou d'autres parlements européens, et on se rend compte que régulièrement, le sujet assurance revient dans notre débat. Parce qu'ils savent ce que nous pouvons apporter, mais dans notre zone, c'est encore une carence. Merci beaucoup. Invisible dans une ère de visibilité, c'est tellement juste. Merci beaucoup pour vos propos. Monsieur Loubissi, vous souhaitez réagir également? Oui, je vais peut-être davantage parler de la labellisation des fintech, pour dire que c'est vrai, c'est une question pertinente, et la réflexion au niveau de la CIMA a commencé depuis bien longtemps. Je me souviens, en septembre 2014, lorsque nous organisions les Micro-Insurance Learning Session à Douala, c'est où nous avons tous convenu, avec une fois de plus les acteurs du marché, que l'avenir de la micro-assurance allait certainement se jouer autour de l'utilisation de la téléphonie mobile et des fintech. À un moment, j'ai moi-même pensé qu'on était un peu lent dans la progression du développement de la micro-assurance, mais je comprends que la CIMA et la FANAF, de manière générale, même si on évolue à pas de tortue souvent, il y a une évolution claire et certaine qui se fait. Donc la question du rôle des fintech doit être prise en compte dans la problématique de tous les acteurs, les parties prenantes qui doivent être intégrés dans le développement de la microassurance. Et les fintechs sont effectivement des acteurs clés. On peut parler également des opérateurs de téléphonie mobile, on peut parler de tous ceux, comme je le disais dans ma présentation, qui vont apporter davantage la plus-value en termes de connaissance du client. Parce que le constat qui est fait, c'est que beaucoup d'acteurs d'assurance, les membres de la FANAF et autres, ont une bonne connaissance de l'assurance. Et je suis dans les discours régulièrement, et je trouve que c'est un peu orgueilleux de la part des assureurs de dire que les gens ne souscrivent pas, je parle des populations à faible revenu, parce qu'ils ne comprennent pas l'assurance. Je vais redire ce que j'ai dit il y a 2 ans à Kinshasa. J'ai le sentiment plutôt que le problème, c'est les assureurs qui parfois ne comprennent pas bien les assurés. Donc, un des maillons aujourd'hui qui manque et qui est en train d'être mis en place pour le décollage effectif et irréversible de la microassurance, ce sont ces acteurs qui connaissent mieux le besoin des personnes, des populations à faible revenu, pour donc justement créer le lien et permettre que les produits vraiment adaptés à leurs besoins soient offerts. Parce que ne nous trompons pas, un mauvais produit, qu'il soit mis dans la digitalisation, reste un mauvais produit. Donc ce n'est pas la digitalisation qui va faire le développement de la microassurance, c'est bien la qualité de l'offre et surtout la compréhension des besoins des populations à faible revenu. La réflexion continue, la labellisation va arriver, ou je ne sais pas si c'est la labellisation ou l'agrément, ou ainsi de suite, mais le cadre réglementaire est
en construction permanente. Et comme je l'ai dit encore tout à l'heure, la personne la plus autorisée pour en parler, certainement, c'est le secrétaire général de la CIMA. Absolument, merci infiniment. Messieurs, nous allons clôturer ce panel. Avant de faire cela, j'aimerais vous offrir la possibilité de nous laisser un mot de la fin. Monsieur Ndiaye, quel serait le message avec lequel vous souhaitez nous laisser aujourd'hui? Merci beaucoup. Le message, c'est de dire que l'assurance est un secteur inclusif et global qui ne laisse indifférent aucun des maillons de la société et il appartient à tout un chacun de se retrouver dans le message. Et pour cela, il y a un levier essentiel que nous devons utiliser, c'est le levier des partenariats. J'en ai parlé tout à l'heure, tant au plan national qu'au plan international. Et dans ces partenariats à nouer, faire en sorte que toutes les composantes de l'écosystème soient intégrées à ce dialogue inclusif et global. Et qu'en toute humilité, on puisse, comme l'a dit Luc tout à l'heure, aller vers les autres, recueillir leurs besoins, les transformer en opportunités et en produits permettant de renforcer la durabilité, la résilience et l'impact réel des sociétés de l'assurance dans la vie de tout un chacun. Je pense que c'est ce que je voulais partager comme message. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, Monsieur Nobissi, votre mot de la fin. Je crois que s'il y a un mot, c'est résilience. Pour un mot, c'est résilience, parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes à travers le monde. L'Afrique ou les économies africaines ont déjà leurs problèmes intrinsèques en termes de durabilité. On a parlé des catastrophes naturelles. Mais on subit également les problèmes des autres. Nous nous souviendrons que les attentats de 2001 ont impacté presque tous les traités de réassurance. Nous avons payé une prime additionnelle pour quelque chose qui s'est passé chez nous. De manière, et alors que quand c'est en Afrique, ça n'impacte pas forcément les autres, même si nous parlons d'un monde global. Donc il est plus que jamais temps pour l'Afrique, pour les Africains, d'avoir cette synergie, non seulement pour résoudre leurs propres problèmes, mais aussi pour se protéger des problèmes qui viennent d'ailleurs et qui parfois secouent significativement nos économies. Donc c'est cette résilience qu'il est question de bâtir dans ce partenariat que M. Adamandia a dit et que certainement, je le pense, la CIMA et la FANAF ont commencé à constituer par le passé et vont continuer à consolider pour le futur. Eh bien, merci mille fois à vous, mesdames et messieurs. Je vous propose que nous les applaudissions bien fort pour cette conversation très riche. Merci pour votre expertise et expérience. Je vous propose de vous mettre debout juste là. Mesdames et messieurs, il a été cité plusieurs fois ce matin, Monsieur Blaise Abel Ezo Ngolo, secrétaire général de la CIMA, que je vous remercie d'accueillir à mes côtés et d'applaudir très chaleureusement pour remettre notre signe d'appréciation à nos panélistes. Cher monsieur, c'est un grand plaisir, un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Pendant que vous nous rejoignez sur scène, je demande également aux hôtesses de nous rapprocher le cadeau en signe de remerciement pour nos intervenants. Bonjour et bienvenue, cher monsieur. Nous saluons également la présence parmi nous du président de la CAPS également. Nous aurons le plaisir d'écouter l'expérience marocaine dans quelques instants. Je vous invite à rester dans la salle. Le panel suivant est extrêmement important pour poursuivre cette conversation qui a été initiée à l'instant. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, une dernière photo tous ensemble en signe de remerciement. Merci mille fois à vous, messieurs. Monsieur le secrétaire général, si vous me permettez, je vais vous garder à mes côtés parce que nous allons enchaîner tout de suite sur le panel. Vous avez très bien, alors nous allons faire la petite introduction et je vous rappellerai à me rejoindre sur scène. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, j'ai le grand plaisir d'annoncer le panel 3 qui va... Non, on a une pause café avant. On a envie de prendre une petite pause, oui ou non? Combien de personnes dans la salle veulent prendre une pause? Ben voilà, on va répondre aux besoins de la salle.
Je rappelle que la pause café nous est offerte par Atlanta Sened, que nous remercions infiniment de nous offrir cette pause-là. Je rappelle également que la pause se situe à plusieurs niveaux, donc n'hésitez pas à vous répartir. Je vous retrouve dans 30 minutes précises pour la suite de la conversation. Merci à vous.